Bien, bonjour aux chers invités de cette dernière partie de la matinale qui correspond bien évidemment à ce grand angle. Et nous avons la chance d'avoir deux invités de renom, d'expertise, indéniablement. Je vais peut-être débuter sur une question parce que je le présume dans le studio, mais je ne le vois pas. C'est Laurent Arthur Duplessis. Mais enfin, si nous avons le son, c'est l'essentiel. Bonjour, mon cher Laurent. Est-ce que déjà vous m'entendez? Oui, je vous entends, Nicolas. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bon, bah, c'est l'essentiel. Ah, Si vous n'arrivez pas à mettre votre caméra, ça sera pas si grave que ça, puisque nous vous entendons et c'est quand même le plus important. Donc, ne bougez pas. Je reviens vers vous très rapidement. Mais auparavant, je vais présenter et saluer déjà le général Jean-Bernard Pinatel, qui est parmi nous, qui nous fait l'honneur d'être présent. Et je vous dis eh bien, bonjour et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour. Bonjour mon général. Je rappelle que le général Jean-Bernard Pinatel est un des officiers à avoir accompli une double carrière, c'est pas toujours le cas, hein, militaire et civil de chef d'entreprise, tout en effectuant parallèlement un parcours universitaire d'enseignant et d'auteur. Hein. 31 ans dans l'institution militaire, où il a pu alterner entre des postes opérationnels et des responsabilités de haut niveau, qui étaient proches du pouvoir politique. Il débute sa carrière dans les troupes aéroportées. Il sera ensuite chef de bureau de renseignement et d'opération de la 11e division parachutiste. Il est l'un des fondateurs du fameux GPES, groupe permanent d'évaluation des situations, qui avait été déjà à l'époque demandé la création par le président Giscard d'Estaing. Vous avez quitté à 50 ans l'armée d'active pour créer une entreprise et vous êtes spécialiste entre autres choses, je crois, mais vous me le confirmerez, du nucléaire. Vous avez écrit un livre pour le moins lumineux aux éditions Ballant, Le Grand Aveuglement Ukraine, le grand aveuglement européen. Est-ce que je ne me suis pas trop trompé quant au descriptif de votre carrière, mon général? Non, tout va bien. La seule chose, c'est ma carrière sur l'aspect nucléaire. J'ai effectivement une maîtrise de physique nucléaire, mais surtout, je me suis occupé au Pacifique de la sécurité des essais nucléaires et je suis probablement actuellement un des seuls généraux encore en vie qui a vu 5 tirs nucléaires de la puissance d'Hiroshima à 10 km du point zéro, puisque j'étais sur le pont du croiseur de Grâce, qui était le PC de l'amiral directeur des essais. Donc, dans le cas de la guerre en Ukraine, où on parle beaucoup de nucléarisation possible du conflit, j'ai un petit avantage sur beaucoup d'interlocuteurs. Vous connaissiez les risques à l'époque et vous étiez bien protégé, j'espère, parce qu'on sait qu'il y a eu des conséquences des fois lourdes pour... Oui, mais vous voyez, à 85 ans, je me porte pas trop mal, donc finalement, oh, non, si vous voulez, ce qu'on ne sait pas, c'est que dans l'affaire nucléaire, si la boule de feu ne touche pas le sol, les résidus du tir partent dans la haute atmosphère et se répandent au niveau mondial, et localement, l'irradiation ne dépasse pas par rapport au point zéro, 1 à 2 km. Voilà, parce qu'ils sont arrêtés par les molécules d'air, etc. Donc, c'est une irradiation essentiellement neutronique qui ne va pas très très loin, puisque, par exemple, les neutrons sont arrêtés par 1 mètre de terre. Donc, il suffit d'être enterré sous 1 mètre de terre pour ne pas être touché par les neutrons. Donc, non, on raconte beaucoup de choses sur les essais nucléaires dans le Pacifique, mais il n'y a jamais rien eu qui est tombé sur le Pacifique lui-même. Et on pourra peut-être justement profiter de cette expertise quand nous parlerons tout à l'heure, parce on parlera de Kazan, mais on va faire un tour aussi des points les plus chauds de la planète. On parlera justement de l'Iran et de cette éventualité de s'être doté de l'arme nucléaire. Vous aurez probablement des choses très intéressantes à nous dire aussi sur ce sujet.
comme sur le reste, comme sur l'Ukraine évidemment, comme peut-être aussi de ce qui se passe en Chine avec Taïwan, mais on commence peut-être, mon général, vous parlez de l'erreur de l'Occident, hein, c'est pour le moins une erreur quant à ce qu'ils ont évalué être la rupture de sa capacité de résilience, que ce soit sur le plan économique ou militaire, financier. Peut-être une première analyse, mon général, déjà, de ce qui s'est passé à Kazan, avec le sommet, dont on a maintenant les communiqués finaux, et ce que certains analystes appellent un véritable basculement du monde, tant déjà le nombre de la population mondiale représentée à Kazan, plus de 5 milliards d'habitants, est conséquente, et en puissance et en potentiel, l'importance aussi du PIB qui était représenté et qui dépasse déjà, semble-t-il, celui du G7. Oui, absolument. Mais bon, Kazan, c'est les BRICS essentiellement, hein, plus Bien des sûr. invités. On savait avant que le basculement avait eu lieu. Oui. C'est le nombre de pays, et que j'en parle dans mon livre, le nombre de pays qui ont voté les sanctions. Et, donc, il n'y a que 33 pays sur 193 donc, dans le monde qui ont voté les sanctions, et la moitié de ceux-là ne les appliquent pas. Donc, et le premier d'entre eux qui ne les applique pas sont les États-Unis. Ils n'ont jamais autant importé d'uranium de la Russie que l'année dernière. Donc, non, ce basculement avait bien lieu avant. C'est pour ça que je parle d'ailleurs de grand aveuglement dans mon livre. Alors, à Kazan, effectivement, il y a été représenté 57% de la population et 67% des ressources, des réserves de gaz naturel et de pétrole. Donc, effectivement, ça pèse beaucoup, mais effectivement, dans les gens, les BRICS eux-mêmes aujourd'hui, dans leur configuration actuelle de 10 pays, représentent en production industrielle beaucoup plus que le G7. Donc, oui, le basculement, il a eu lieu, mais il a eu lieu, et c'est ce que les Européens, notamment notre grand argentier, Monsieur le maire, n'avait pas vu ni n'a pas compris. Il avait eu lieu déjà dès 2022. Voilà, donc oui, on est complètement aveuglé, on est totalement autocentré sur nos petits problèmes sans voir un monde qui change et qui change très vite. Et qui va changer sans nous et au risque de sortir de l'histoire, en tout cas la vieille Europe. Ah ben totalement. Moi je pense que déjà on en est sorti parce qu'on n'arrive même pas à résoudre nos problèmes internes. Donc si vous voulez une Europe qui ne maîtrise pas ses frontières, qui accepte en son sein n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, est déjà sortie de l'histoire. Si vous voulez, on est au même niveau que quand Rome n'était plus capable d'arrêter les invasions barbares, et je ne traite pas les gens qui viennent chez nous de barbares, mais les invasions barbares qui allaient même au centre de Rome. Donc c'est exactement cela. On n'a plus cette notion, et nos dirigeants surtout, parce que je pense heureusement, et moi j'ai un peu d'espoir, les citoyens n'ont plus cette notion du bien commun que nous avons à défendre, notre civilisation. Et justement, quand on voit qu'un président français a passé 7 ans à essayer de déconstruire tout ce que des générations et des générations avaient créé, c'est une arrogance extraordinaire, si vous voulez, ou alors une immaturité totale. Moi, je pense beaucoup plus pour l'immaturité des gamins qui finalement vous disent papa, tu comprends rien, quoi. Voilà. Donc, Ouais. on est beaucoup La génération plus... de 68, ça déjà. Voilà. Donc, moi, je crois beaucoup plus à l'immaturité qu'à autre chose, et l'inculture. Et l'inculture, parce que c'est un produit des écoles commerciales où on apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai trois de mes enfants ont fait les écoles commerciales, mais si vous voulez, on leur apprend pas ce qu'est la civilisation. On leur apprend un monde, comment vendre dans le monde entier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Ce qui leur permet d'ailleurs d'aller vivre ailleurs Ça qu'en leur France. permet, écoutez, moi, mon fils vit à New York et a épousé une Américaine. Donc, Voilà. voilà. Voilà, donc non, mais c'est tout à fait cela. C'est tout à fait cela. Mais il va quand même prendre sa retraite au Pays Basque parce que Ah, oui, et, bien. sa, Ah oui, parce qu'il fait. Ah et oui. sa femme qui est américaine aussi préfère le Pays Basque à la Californie ou voilà, donc d'où elle est Il fait originaire. plutôt la côte atlantique ou à l'intérieur des terres? Ah ben non, tous c'est quand même. Moi, je suis né à Biarritz et je vis à Biarritz, donc Ah, vous êtes là, c'est l'Atlantique, voilà. C'est pas Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est le. Je connais les bien deux, que mais. si vous voulez, la montagne est à moins d'une demi-heure, hein, donc. Mais ça, c'est intéressant par rapport au sujet qu'on va traiter, puisqu'on sait bien, le Biarritz, le Tsar, la cour du Tsar, c'est un haut lieu au XIXe siècle en particulier, on connaît le rapport qu'il y avait justement avec aussi l'empereur, Napoléon III. C'est un haut lieu de la Russie. Il se dit même, je crois, que Vladimir Poutine, à une époque, Mais, bien avait. mais nous avons toujours dans les 26 000 habitants de Biarritz 1000 Russes, 1000 Ah, voilà. personnes originaires de Russie. Non, Biarritz, c'est un petit village gaulois, hein, mais même pas gaulois puisqu'il est basque, dans lequel, si vous voulez, la culture classique euh, euh, et notre civilisation se portent très bien. Voilà. Nous avons eu il y a 15 jours, si vous voulez, un chef d'orchestre australien qui vit à Biarritz, qui a créé Opéra Biarritz, et nous avons eu la Traviata avec une soprano comme Herminie Blondel, qui a joué la Traviata à la Gare du Midi de Biarritz, salle totalement pleine. Ça a été un tel succès qu'il va y avoir 2 autres représentations. Donc, on se porte. Biarritz est un endroit où il fait bon vivre et où je me sens pas trop décalé dans dans ce que mes parents m'ont appris. Non. Est-ce que c'est une victoire totale, même s'il, semble-t-il, n'y a pas eu l'arrogance? C'est ce que note un certain nombre de nos spécialistes. Poutine a gagné, c'est un triomphe, l'Occident perd la face, mais c'est sans arrogance. Est-ce que vous considérez que la victoire est totale pour Poutine aujourd'hui? Mais alors, Poutine, quand je dis ça, je me fais toujours insulter. Poutine est un modéré par rapport aux gens qui sont dans la Douma. Donc, ce n'est pas quelqu'un d'arrogant. C'est quelqu'un, on le voit quand il y a eu une conférence de presse, il y avait un journaliste de CNN, il a essayé de faire de la pédagogie avec ce journaliste. Il lui a pas dit vous êtes télévision américaine, donc dégagez ou un truc comme ça. Il a essayé de faire de la pédagogie. C'est quelqu'un qui essaie toujours d'expliquer pourquoi il fait quelque chose. Et d'ailleurs, les vrais chefs sont toujours ceux qui sont capables d'expliquer le pourquoi. Vous n'avez jamais vu Macron essayer de pourquoi il fait des choses, pourquoi un jour il dit on va créer une coopération contre le Hamas et contre les terroristes, et puis le lendemain il dit Israël sont des barbares. Donc si vous voulez, voilà, Poutine est quelqu'un qui est structuré. D'ailleurs, comme il faut quand même savoir que du temps de l'Union soviétique, les gens qui étaient choisis pour entrer au KGB, c'était les meilleurs. C'était les meilleurs. C'était vraiment. D'ailleurs, tous les anciens du KGB, quand il a été dissous, se sont reconvertis très facilement dans toutes les grandes entreprises. Les grandes banques russes, évidemment, il y avait plein de. Quand j'étais chez LexisNexis et qu'on s'est développé en Russie, effectivement, une banque était venue nous voir à Paris et ils voulaient pas donner leur carte de visite. Et donc le président directeur général m'a appelé, m'a dit venez. Donc je leur ai parlé comme quelqu'un qui connaît bien la Russie. Et puis ils ont tenu à ce que j'assiste au déjeuner. Et après ils m'ont donné tous leur carte de visite. Et tous m'ont dit mon général, on a été comme vous, on était dans le renseignement. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est très facile
et on voit, c'est très bien, c'est que la Russie est un pays qui est très éduqué. Quand vous allez à Moscou, dans le métro magnifique, vous voyez les gens, ils sont pas avec leur portable, ils sont avec des livres. Ah, bah, ça fait longtemps que c'est plus le cas chez nous. Bien entendu. Et moi, j'ai un de mes livres qui a été traduit en Russie. J'ai été invité à la Non-Fiction Fair, qui est le salon du livre pour les essais, etc. Bon, moi, je me disais, bon, il va y avoir trois pelés de tondu, un journaliste. J'avais même pas prévenu de Jean Glinasti, qui était l'ambassadeur, qui est un ami. Je suis arrivé, il y avait 75 journalistes. Et j'ai eu une heure et demie de questions. Et à la fin, j'ai vu arriver de Glinasti qui me montrait son poing, qui m'a dit pourquoi tu m'as pas prévenu. Donc, on est toujours surpris quand on va en Russie, si vous voulez, le décalage entre ce qu'on entend sur LCI, où on les présente comme des moujiks avinés, et ce que l'on voit dans ce pays. Donc, on a une propagande qui est bestiale et bête. Et bête. Mais voilà. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. On ne sait plus où on en est. Et comme disait votre correspondante, on ne voit plus les généraux qui disaient des bêtises, et qui étaient là. Les généraux de plateau. Qui n'avaient aucune connaissance. Alors, on les voit encore. Ils n'ont pas été idiots. Ils ont tous des contrats. Ils se sont payés par LCI. Donc, moi, je n'ai jamais compris pourquoi Bouygues prenait cette ligne. C'est probablement parce que Martin Bouygues, que je connais malheureusement, a... La reconstruction. Il jouait la reconstruction de l'Ukraine. On lui a promis tellement de choses pour la reconstruction de l'Ukraine que voilà. Mais c'est dramatique parce que aujourd'hui, on voit bien, ce n'est plus LCI qui est la chaîne info la meilleure. Et pourtant, il y a de très bons journalistes à LCI et à TF1. Mais il y a une ligne qui est politique et stupide. Je reviens très vite vers vous, Général Pinatel, mais même si on ne le voit pas, on va quand même aussi converser avec notre ami Laurent Arthur Duplessis. J'ai la chance tous les vendredis d'animer, vendredi ou samedi, d'animer un plateau en direct de géopolitique. Je le remercie d'être présent aujourd'hui. Vous m'entendez toujours, Laurent ? Oui, Nicolas, je vous entends. Je suis désolé d'être l'homme invisible aujourd'hui, mais c'est un incident technique qui ne se reproduira plus. Et je salue d'ailleurs le général Pinatel qui a commis déjà en 2011 un livre visionnaire, Russie, Alliance Vitale, aux éditions Choiseul. Ah oui. Il mettait l'accent en 2011 Alliance Vitale sur le caractère vital de l'alliance de la France et des pays d'Europe avec la Russie. Et il a toujours, c'est toujours d'actualité, ce livre, mais c'est plus d'actualité que jamais. Plus que d'actualité que jamais. C'est pour ça que je rappelle cet excellent livre. Et puis alors, le dernier livre du général Pinatel, Ukraine, le grand aveuglement européen, carnet de 2 ans de guerre en Ukraine aux éditions Balland, paru en... C'est ce que je viens d'annoncer. Oui, c'est ce que j'ai... Et où il pose ce regard extrêmement lucide sur la problématique russe et la façon dont la France et les pays d'Europe se tirent une balle dans le pied tous les jours. Laurent, est-ce que sur les BRICS, sur le sommet des BRICS à Kazan, à votre avis, ce qui est le plus frappant de ce qui nous revient en pleine figure de ce grand basculement, est-ce que c'est, selon vous, d'abord un grand basculement économique, financier, ou est-ce que c'est un grand basculement politique, un grand basculement par rapport à la future gouvernance mondiale, selon vous ? Eh bien, c'est tout ça, et c'est même aussi, je crois, l'expression du basculement anthropologique en cours, si je puis dire, parce que on voit bien que l'Occident messianique essaye d'imposer, si je puis dire,
ces valeurs au reste du monde. Or, les valeurs de l'Occident, mais quelles sont-elles aujourd'hui? Il y a la démocratie, et puis il y a ce qu'on appelle le wokisme. Et la religion des droits de l'homme. La religion des droits de l'homme et cette révolution anthropologique qui a consisté, par exemple, à inscrire dans le droit positif le mariage homosexuel, par exemple, celui entre hommes et celui entre femmes. Or, c'est pratiquement la première fois dans l'histoire des sociétés humaines que l'on voit une institutionnalisation, que l'on voit une inscription dans le droit positif du mariage entre deux personnes du même sexe. Et en effet, dans toutes les sociétés humaines, l'union, le mariage, était orienté vers la procréation, la constitution d'une famille. Donc, il fallait forcément qu'il y ait un homme et une femme. Et cette révolution anthropologique qui consiste à inscrire dans le droit positif le mariage entre deux personnes du même sexe, elle est refusée par l'écrasante majorité des pays du BRICS. On peut peut-être pointer une exception avec le Brésil, qui a effectivement une certaine liberté de mœurs. C'est sûr. Mais la plupart des pays du BRICS récusent formellement cette révolution anthropologique. Ils n'en veulent pas. Et il y a là un fossé qui s'est creusé entre cet Occident décadent, on peut dire décadent, absolument. Et comme le disait le général Pinatel tout à l'heure, ça ressemble effectivement à l'Empire romain décadent. Et ces pays du BRICS qui veulent rester fidèles à des traditions multimillénaires, enfin qui remontent à des temps immémoriaux. Et je crois que là, ce n'est pas un des moindres aspects du fossé qui s'est creusé entre l'Occident et les pays du BRICS. Je vais laisser le général Pinatel réagir et j'aurai une autre question ensuite dans la même ligne à vous poser, Laurent Arthur Duplessis. Général. Oui, moi je suis totalement d'accord. D'ailleurs, je l'ai souligné dans mon livre que finalement, ce fossé est un fossé d'abord profondément idéologique. Et idéologique est lié sur la conception de la famille. Et d'ailleurs, le Washington Post a écrit des pages tout à fait intéressantes là-dessus parce qu'ils ont envoyé des journalistes dans des pays que les Américains considéraient comme des partenaires, que ce soit l'Afrique du Sud où ils sont le premier investisseur, le premier partenaire commercial, en Inde, etc. Et évidemment, dans les pays arabes, on leur a dit qu'effectivement, LGBT, ce n'est pas écrit dans le Coran, donc qu'ils aillent se faire foutre, mais dans des pays qui sont pas nécessairement musulmans, on a souligné ce qu'a dit Laurent de la même façon. Et donc ça, et Poutine est considéré, la Russie est considérée comme un conservatoire des valeurs traditionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup, parce qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, en France, là encore, on est dans une dictature d'une minorité, parce qu'on ne va pas me raconter que les transgenres sont aujourd'hui la majorité. C'est une infime minorité, mais qui dicte sa loi parce que il y a voilà. Pour la procréation, ça vaudrait mieux. Voilà. Alors, quand j'étais, vous voyez, maintenant, on a beaucoup évolué évidemment sur l'homosexualité, mais quand j'étais jeune parachutiste, moi je disais souvent, je suis content qu'il y ait des homosexuels à Pau, comme ça il y a beaucoup plus de filles pour moi quand j'étais célibataire. Donc si vous voulez, on ne pourrait plus dire des choses comme celle-là aujourd'hui. Moi-même, dans ma société, mon directeur commercial. Mais si vous voulez, entre l'homosexualité
et le transgenre, si vous voulez, pour moi, il y a un fossé. Et le LGBT, cette propagande, ce prosélytisme. Et LGBT, il y a un fossé inimaginable. Et ça, et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire de la norme. Et ça, personne ne comprend. Quand on pense qu'aujourd'hui, la transformation en sexe est totalement payée par 300 000 € par la sécurité sociale, entièrement remboursée. Vous voyez, donc on marche sur la tête. On marche sur la tête alors que beaucoup d'autres personnes, aujourd'hui, on envisage même de devoir payer un peu plus. Voilà, donc, mais pour être transgenre, ça coûte 300 000 €. Eh ben, écoutez, c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, donc on marche sur la tête. Merci, mon général. Laurent, une question pour l'un et pour l'autre, justement dans la suite. Ça, c'est quand même, ça doit surprendre les wokistes, qui c'est haro finalement sur l'homme blanc. Et alors, ils se rendent compte que à quoi ça sert que le wokiste se décarcasse si ceux pour qui il voue un culte, qui auraient échappé à cette espèce de décadence de l'homme blanc, et ils n'en veulent pas. Finalement, le woke, ceux qui seraient finalement les victimes désignées par le woke de l'Occident blanc, eh bien, ces victimes n'en veulent pas du woke. Ils ne veulent pas, en tout cas dans sa version LGBT. C'est quand même une drôle de contradiction. Oui, alors effectivement, vous avez raison, Nicolas. Cela témoigne d'abord du caractère en quelque sorte onirique du wokisme, qui fantasme le réel plutôt que de le contempler. C'est ça. Et qui imagine un monde qui serait idéal entre guillemets, mais c'est idéal en fonction effectivement du wokisme. Et la majeure partie de l'humanité rejette cette vision onirique. Et en fait, on voit quasiment des phénomènes d'hétérotélie chers au sociologue Jules Monroe, c'est-à-dire un même facteur dans un premier moment a un effet dans une direction et dans un second moment a un effet dans la direction inverse. Et c'est l'effet boomerang en fait. Et alors il est fascinant, vous avez raison, de voir comment ces wokistes, ces LGBTistes sont totalement stigmatisés, conspués, rejetés par la majeure partie de l'humanité, pourrait-on dire, hein. Et il semblerait qu'ils soient animés, ces wokistes, en même temps, de la conviction qu'ils sont le fer de lance de l'humanité, qu'ils sont dotés d'une très très haute conscience qui surplombe celle du commun des mortels, et que donc ils ont une mission sacrée d'amener le reste de l'humanité à leurs convictions. Et ils veulent faire partager leurs convictions par le reste de l'humanité qui n'en veut pas. C'est l'esprit messianique occidental qui s'est exprimé déjà dans les décennies précédentes par la religion droit de l'homiste proposée à toute l'humanité, la démocratie proposée elle aussi à toute l'humanité, et alors quand je dis proposée, c'est d'une manière impérieuse, et voilà que ce messianisme démocratique et droit de l'homisme a tourné maintenant au messianisme wokiste, qui est donc le dernier avatar du messianisme occidental, et cet avatar-là, alors là pour le coup, il est donc violemment récusé par le reste de l'humanité, car, comme je disais tout à l'heure, il représente une révolution anthropologique qui semble tellement coupée de la nature et de ce que les anciens appelaient le droit naturel, les gréco-latins appelaient ça le droit naturel. Saint Thomas d'Aquin avait lui-même construit toute sa pensée thomiste, dite thomiste,
sur le rôle important de la nature dans la condition humaine, et il avait fait le lien entre la nature et Dieu. Eh bien, ce droit naturel-là, il est totalement blackboulé par la pensée wokiste, et les pays du BRICS, eux, se réclament en quelque sorte de ce droit naturel. Ça me donne à chaque fois, par esprit d'escalier, une autre question. Mais à chaque fois, je repasse par le général Pinatel pour sa propre analyse de ce qui vient d'être dit. Non, moi, effectivement, il suffit d'écouter ce que répondent. Alors, ce qu'il y a de formidable, vous voulez, aux États-Unis, c'est que les journalistes sont libres. C'est-à-dire que le premier amendement, d'ailleurs, que certains démocrates veulent modifier aux États-Unis, fait qu'un journaliste qui va quelque part, qui entend quelque part, il écrit et le rédacteur en chef ne va pas le changer. Voilà, donc il est protégé, il protège ses sources, il est protégé. Moi-même, j'ai eu un journaliste du Washington Post qui est venu m'interroger à Paris. La première chose qu'elle m'a demandé, est-ce que vous acceptez d'être cité, mon général, est-ce que je peux vous enregistrer? Je lui ai dit oui, vous pouvez me citer, m'enregistrer. et elle m'a dit, ben, écoutez, si donc je vais écrire ce que je pense que je vais publier dans ce que vous allez me dire, mais mon rédacteur en chef n'en changera pas un mot. Si vous n'aviez pas voulu être cité, il aurait... Vous voyez, donc, mais ils ont une déontologie énorme. Ici en France, le nombre de journalistes que je connais ne peuvent pas publier ce qu'ils voient sur le terrain. Pendant la guerre d'Irak, c'était inimaginable de voir des gens d'ailleurs qui ont créé leur site eux-mêmes, comme Malbruno et compagnie, ne pouvaient pas écrire dans le Figaro ce qu'ils apprenaient en Irak. Voilà, donc c'est toute la différence. On a une presse qui est totalement subventionnée, et donc les rédacteurs en chef, si vous voulez, doivent déposer leur bilan s'ils n'ont pas l'État qui paye. Et donc la ligne qui est décidée par le gouvernement, si vous voulez, ça n'a pas changé avec l'ORTF. L'ORTF, je pense que la presse, au temps de l'ORTF, la presse était beaucoup plus libre en France dans les années 60-70 qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est certain. Voilà. C'est certain. Hein? C'est certain. Oui, et voilà. Et donc, c'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, plus personne, quoi, moi, si vous voulez, la seule presse française auquel je suis abonné, c'est la Semaine du Pays Basque. Hein, voilà, donc c'est pour vous dire. Et en revanche, je suis abonné au Washington Post, au New York Times, à Foreign Affairs, à The Economist, au Times, etc. Et je lis la presse. Je lis 2 heures de presse anglo-saxonne tous les jours, parce que c'est eux qui donnent les faits. Alors, ils soutiennent par exemple complètement l'Ukraine, mais quand ils envoient quelqu'un qui interviewe un chef de bataillon qui lui dit effectivement, moi je suis monté au front en octobre, en septembre 2023, et en décembre, j'ai la moitié de mon effectif qui est soit tué, soit qui a déserté, soit que j'ai mis en tôle pour sédition, ils écrivent, vous voyez, alors que chez nous, on n'écrit pas. Alors, à quelques petites exceptions près, où là, le rédacteur en chef dormait. Oui. Non, mais il y a un unanimisme, pas en Occident, en Europe, et alors plus en France, plus encore en France qu'ailleurs. Il y a encore quelques informations qui peuvent filtrer avec la presse allemande, par exemple. La presse allemande notamment, oui, je suis d'accord avec vous, la presse allemande notamment, et d'ailleurs c'est une des raisons, les élections qui ont eu en Allemagne font qu'aujourd'hui les sociodémocrates sont en mauvaise situation, et c'est pour ça que Scholz a une position très changeante sur l'Ukraine. Et d'ailleurs, c'est très pour les Américains, il n'y a que
il n'y a que l'Allemagne qui compte. Hein. Il est bien clair, il n'y a que l'Allemagne qui compte. Et on peut se dire qu'une des raisons de la guerre en Ukraine, c'était d'affaiblir l'industrie allemande qui taillait des croupières à l'industrie américaine. Hein. C'est tout à fait ça. Aux États-Unis, sur la presse américaine, vous n'entendez jamais parler un mot de la France. C'est toujours l'Allemagne. Et dans les conférences que je regarde aussi sur vidéo, en vidéo, c'est toujours l'Allemagne dont on parle. Voilà, et c'est vrai que la position de l'Europe changera si la tendance actuelle que l'on voit de la gauche et de la droite allemande se confirme, qui ne veulent plus aider l'Ukraine. On va développer petit à petit toutes ces thématiques. Laurent Arthur Duplessis, toujours dans l'esprit d'escalier, vous parlez d'un millénarisme, non, d'un messianisme, pardon, justement, je dévoile la suite, d'un messianisme occidental, droit de l'homiste, woke. Est-ce que ce messianisme n'aurait pas aussi une certaine tendance millénariste, au sens de, pas nécessairement d'Armageddon, mais enfin en tout cas d'éléments majeurs, d'acmé des conflits, de crises globales, générales, qui pourraient même presque être accélérées selon certains, et ce serait mieux ainsi. On le voit, certains le disent au Proche-Orient, mais on a eu aussi l'étrange cérémonie des JO Paris 2024. Est-ce que vous croyez qu'il y a aussi ce côté qui serait justement millénariste au sens d'apocalypse? Oui, alors effectivement, cette idée d'apocalypse semble prospérer actuellement sur le terreau des tensions internationales grandissantes. Le bien contre le mal. Et alors, justement, radical. Le bien contre le mal. Et il faut dire que avant les États-Unis, la France a en quelque sorte inauguré ce messianisme du bien contre le mal avec les guerres de la Révolution et de l'Empire. Oui. L'esprit de la Révolution se voulait l'incarnation du bien, et la France révolutionnaire se voulait donc la patrie du bien en but contre les monarchies rétrogrades de l'Europe. Et force est de constater que Napoléon, au fur et à mesure qu'il conquiert les pays d'Europe, installe des institutions héritées de la Révolution, comme le Conseil d'État, le Code civil, etc. Et de cette façon, flétrit en quelque sorte les sensibilités locales. Et c'est ce qui, notamment, a provoqué de très très fortes réactions en Espagne contre l'occupation française. Il y avait dans les ingrédients de la rébellion espagnole des ferments nationalistes et aussi des ferments religieux. La laïcité à la française héritée de la Révolution n'était pas comprise par le peuple espagnol très catholique et très traditionnaliste. Et il y avait dans les conquêtes napoléoniennes toujours donc cet esprit messianique consistant à porter la bonne parole aux pays conquis et les bonnes institutions aux pays conquis. Et les États-Unis ont repris à leur compte cet esprit, c'est l'esprit des pionniers américains, qui est un esprit de protestants nourris de Bible et donc pénétré de l'idée du bien contre le mal. Et cette idée irrigue la politique étrangère américaine
je dirais depuis le début. Mais évidemment, le bien contre le mal qui habille la politique étrangère américaine dans le domaine symbolique, dans le domaine moral, c'est un paravent, évidemment, qui masque un esprit de conquête et de prédation extrêmement appuyé de la part des Américains, qui a commencé avec ce qu'on pourrait qualifier de génocide des Indiens, il faut bien le dire, hein, lorsqu'ils ont fait la conquête de l'Ouest. Et puis, la guerre contre les Espagnols à Cuba en 1898, ce qui était un autre toit de là que je m'y mette. Et puis, ensuite, par exemple, l'expansion de l'OTAN après la chute de l'Union soviétique, pilotée par les États-Unis, cette expansion de l'OTAN était encore une prédation impériale des États-Unis à l'encontre de cette Russie chancelante à la suite de l'explosion du régime soviétique. Et donc, une des dernières manifestations particulièrement, je dois dire, particulièrement révoltante de cet impérialisme, pourrait-on dire, américain, c'est le sabotage des gazoducs Nord Stream, car tout le monde sait parfaitement qui a saboté les gazoducs Nord Stream. Ce sont les Américains, avec éventuellement l'aide d'équipes anglaises ou norvégiennes, etc., mais c'était piloté par les Américains, sachant que la Baltique est un lac otanien où aucun mouvement de bateau, etc., ne peut échapper à la surveillance des senseurs et des capteurs multiples qui parsèment cette mer, et où une opération d'une telle envergure technique consistant à faire exploser 4 tuyaux blindés de métal et carapassonnés de métal Bien sûr. et de béton, ça demande des dizaines de kilos d'explosifs, des caissons de décompression, des matériels très très lourds, et tout ça ne peut être amené sur zone que sous le regard évidemment des capteurs otaniens. Donc, tout ça a été piloté par les États-Unis. Donc, et pourquoi avoir saboté les gazoducs? Pour véritablement couper les Européens de l'énergie pas chère que représente le gaz russe. Et on voit le résultat sur l'industrie européenne et d'abord allemande actuellement, qui est en voie de dépérissement accéléré, notamment à cause de l'inflation des prix de l'énergie, résultant de ce divorce énergétique, oui, même s'il n'est pas absolu, hein, avec la Russie, entre autres choses. Merci Laurent Arthur Duplessis. J'ajoute, en tout cas dans ce versant qui pourrait être à la fois messianique et millénariste, les travaux remarquables du professeur Jean-Louis Harouel, qui explique que les droits de l'homme, la religion des droits de l'homme, est en fait un succédané, un reliquat des grandes hérésies, que ce qu'était justement c'est le dualisme, l'arianisme des premiers temps chrétiens, et qui ressurgissent au travers les droits de l'homme. Il faudra d'ailleurs, nous ne l'avons pas encore invité sur GPTV, contrairement à Radio Courtoisie où il y a son rond de serviette, entre autres chez le professeur Olivier Tournafont. Général Pinatel, on vous laisse répondre et réagir par rapport à ce que vient d'expliquer Laurent Arthur Duplessis. Oui, alors moi je voudrais quand même, si vous voulez, recentrer un peu ce débat sur un autre type de menace. Parce que je crois que cette guerre d'Ukraine nous fait oublier, pour moi, la menace principale qui a tué des Français. C'est l'islamisme radical. Et, comme vous savez, j'ai écrit aussi en 2017 un livre, Histoire de l'islamisme radical et de ceux qui s'en servent. Et effectivement, ceux qui s'en sont servis au départ, c'était les Anglais, puis ensuite les nazis et enfin les Américains. Ouais. Voilà, donc une fois de plus. Mais il faut
faut pas oublier cela. Et aujourd'hui, il y a eu plus de morts dans le monde, et notamment dans le monde musulman, si vous voulez, avec l'islamisme radical que dans la guerre d'Ukraine. Hein. Donc, il faut pas oublier ce type de menace qui nous amène à faire des diagnostics binaires. Pour moi, et justement, vous aviez évoqué le problème du Moyen-Orient. Si vous voulez, je crois que Israël, la position d'Israël est très très mal connue et tellement comprise et on est en train de placer Israël dans le camp anti-russe, ce qui est totalement faux. Si vous voulez, je connais très bien les liens qui existent puisqu'il y a 2 millions de juifs russes en Israël. Si vous voulez, voilà, donc je pense que nos auditeurs doivent bien comprendre qu'on a en France un véritable ennemi intérieur, alors qui se sert aujourd'hui, les frères musulmans, de tout le wokisme, mais qui les exécutera dès qu'ils auront pu prendre le pouvoir. Donc c'est pour ça que cette gauche, ce gauchisme de Mélenchon et compagnie est un amalgame de courants qui sont totalement incompatibles entre eux, et qui, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on voit très bien qu'ils ne comprennent rien aux grands courants qui se passent dans le monde. Donc, voilà. Et la Russie est un pays, c'est pour ça que j'avais écrit mon livre Russie Alliance Vitale, qui a été dans les pays, si on peut dire, civilisés, le plus touché par l'islamisme radical. Mais eux, si vous voulez, parce que… Tchétchénie. Oui, Tchétchénie, Daghestan, mais Moscou même. Moi, j'étais à Moscou le lendemain, si vous voulez, de ce qui s'est passé dans le théâtre du Nord. Hein, voilà, où des Tchétchènes, des femmes tchétchènes et des Tchétchènes avaient pris en otage près de 1000 personnes. Ils ont eu leur Bataclan, si on peut dire. Vous voyez, et donc, il faut faire très attention à à ne pas être, si vous voulez, le bien, le mal, parce que le mal n'est pas en Russie. D'après moi, le mal, il est dans les frères musulmans et dans le wahhabisme, et il touche le monde entier, y compris les pays, et en premier lieu les pays musulmans. Et nous, aujourd'hui, en France, où on a eu le plus de morts, que ce soit dans notre armée ou que ce soit dans les civils, dans notre police, dans tout le monde, c'est du fait de l'islamisme radical et non de la Russie. Et c'est pour ça qu'il y a un aveuglement, là encore, que je souligne dans cette guerre, qui est une guerre voulue effectivement par les États-Unis pour affaiblir l'Allemagne en premier lieu, et ils le disent très bien d'ailleurs, ils s'en privent pas de le dire, mais en même temps qui nous masque finalement le combat qu'on devrait mener à l'intérieur de nos frontières. Mais mon général, ce Sud global qui s'est exprimé à Kazan, république musulmane d'ailleurs, hein, est présente. Poutine, qui à un moment donné se présentait comme le défenseur des chrétiens, en particulier des chrétiens d'Orient, en particulier dans la phase de la guerre en Syrie, envoie des signaux et tend à démontrer que l'islam, en tout cas dans le Sud global, alors on ne parle pas d'islamisme, on parle de l'islam, n'est pas, à leurs yeux en tout cas, l'adversaire numéro un. Ah ben, moi je suis… Mais attends, là, moi qui ai beaucoup servi et qui ai même commandé des musulmans, si vous voulez, donc non, il faut pas confondre. Alors c'est là, si vous voulez, où… c'est bon à préciser. On a une école française qui est un peu celle de Zemmour, qui va, d'après moi, trop loin.
moi, j'ai beaucoup d'amis musulmans, j'en ai même fait naturalisés français qui sont plus français que vous et moi. Voilà, donc il ne faut pas croire que, et je répète, 97% des morts liés à l'islam radical dans le monde sont des musulmans. Parce que cet islam radical, d'abord, s'est attaqué aux musulmans. Donc, si vos auditeurs achètent mon livre Histoire de l'islam radical, qui commence par la rencontre d'Ibn Saoud et de Al-Wahhab à l'époque de Louis XV en France, vous voyez, ça a toujours été comme ça. Donc, on a et ces gens-là, on l'a vu avec le Hamas, qui sont d'origine des frères musulmans, sont d'une barbarie sans nom et la revendiquent. Le leader de Hamas, et ils se servent de tous des civils qui ne sont pas islamistes comme des boucliers. Et donc, ils sont prêts à tout. Et pour moi, j'essaie toujours autant si vous voulez, je critique les États-Unis dans cette guerre qui nous ont importé une guerre qui est totalement aberrante pour l'Europe, la guerre d'Ukraine, mais ça nous fait oublier le fait qu'au Mali, quand on a eu la bêtise de tuer Kadhafi, on a créé la déstabilisation de tout le Sahel, que c'est toute cette immigration qui est très liée, si vous voulez, à l'islamisme radical, autant qu'au changement climatique dont on nous rabat les oreilles, si vous voulez, et la vraie menace pour nous. Et la vraie menace, et c'est celle qui entraînera des morts encore dans les années à venir en France. Et vous voyez, c'est pas la guerre classique, parce que on oublie toujours quand même ce niveau de dissuasion nucléaire qu'ont les grands États, et on voit très bien que les Américains avaient comme stratégie en Ukraine give Ukraine enough to survive, but not enough to win. Donc, parce qu'ils avaient peur que Poutine nucléarise le conflit. J'explique ça très très bien dans mon livre. Donc, oui. Voilà, donc cette grande guerre dont on nous rabat les oreilles, là encore, en disant qu'on va monter aux extrêmes, c'est n'importe quoi. Le jour où il y a une arme nucléaire qui est tirée en Europe, tout le monde lève les bras, c'est quelque chose de terrible, l'arme nucléaire. Ça n'a rien à voir avec les bombes de 1000 ou de 3000 tonnes planantes qu'envoient les Russes. C'est 20 000 tonnes. C'est 20 000 tonnes, c'est pas 3000 tonnes, c'est 20 000 tonnes, vous comprenez, de TNT pour les plus petites. Donc c'est n'importe quoi. Donc, il faudra poser la question du nombre de tonnes de bombes rapportées justement aux armes nucléaires qui auraient pu être déversées sur Gaza. Oui, mais c'est insignifiant. C'est insignifiant ? C'est insignifiant par rapport à une arme nucléaire, c'est insignifiant. Il y a un ordre de grandeur que les gens ne se rendent pas compte. C'est insignifiant. Même, c'est insignifiant. Ce que c'est 20 KT, c'est 20 kilotonnes, c'est 20 000 tonnes. C'est 20 000 tonnes, donc c'est insignifiant. C'est insignifiant. Quand vous avez un objet de 155, c'est 7 kilos. Donc, les bombes qui sont utilisées généralement par les aéros, c'est 250 kilos. Donc, si vous voulez, vous voyez, entre 20 000 tonnes et 250 kilos, il faut multiplier un certain nombre de 250 kilos pour arriver à 20 000 tonnes. C'est insignifiant. Oui, mais ils en tirent beaucoup. Ils en tirent quand même beaucoup. Ils en tirent beaucoup, mais quand même, faites le total, divisé. Non, mais j'ai lu des totaux, mais moi je fais confiance aux experts comme vous, oui. Mais j'ai lu en effet quelques totaux qui expliquaient justement le fait qu'il y avait réellement eu quand même un déversement assez inimaginable. Oui, sur une toute petite surface. Si vous voulez, une arme nucléaire, la guerre s'est arrêtée, même avec un Japon fanatisé, oui. Ils étaient prêts à s'arrêter après Hiroshima. Tout le monde sait très bien. Avant Nagasaki. Ouais. Avant Nagasaki. Et simplement, Truman n'a pas laissé, a voulu donner un coup de sécurité. Mais
mais c'est inimaginable. Quand vous voyez, moi j'étais à 10 km, donc on tournait le dos au moment de l'explosion, on se retournait, mais vous avez un effroi. Ensuite, vous prenez la vague de chaleur, puis le souffle sur vous à 10 km. Donc, ça n'a rien à voir avec une arme. Moi, en Algérie, on bombardait avec des bombes de 250 kilos les blocos qu'avaient les FEL dans les Aurès. Si vous voulez, on était à 300 mètres. Voilà, donc de l'endroit où les bombes tombaient. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est important de quelqu'un qui connaît ce sujet et qui n'en parle pas de façon abstraite. Merci, mon général. Laurent Arthur Duplessis. Oui, alors je partage entièrement l'analyse du général Pinatel sur l'islamisme radical. Et à ce sujet-là, je voudrais pointer justement comment les Américains ont favorisé, en fait, c'est l'essor de l'islamisme radical, par exemple, en démolissant le régime de Saddam Hussein en 2003, au prétexte totalement erroné qu'il soutenait l'islamisme radical, alors que pas du tout. Saddam Hussein était un laïciste, un bassiste, et il n'avait pas entretenu, lors de l'exercice du pouvoir, de lien particulier avec l'islamisme radical. Au contraire, il l'avait combattu. De même, les Américains ont coucouné les rebelles islamistes contre les soviétiques en Afghanistan, qui étaient présentés à l'époque de manière extrêmement romantique comme les combattants de la liberté face aux soviétiques. Et ce sont ces mêmes rebelles islamistes, parmi lesquels Ben Laden, bichonnés par les CIA, qui se sont ensuite retournés contre les Américains en faisant des attentats contre eux. Par exemple, en 78, c'était en 76, je crois, contre un destroyer américain dans le golfe d'Aden, ou en 78 contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Et on a bien vu. Et le 9-11, il ne faut pas quand même oublier. Et le 11 septembre 2001, dont 19 des 24 terroristes étaient issus de l'Arabie saoudite. Arabie saoudite, dont le général Pinatel a bien montré les penchants qu'elle avait eus pendant longtemps à financer des mouvements islamistes. Et les anglo-saxons, d'ailleurs, avaient favorisé l'avènement des Saouds aux dépens des Hakhémites, les Saouds qui s'étaient alliés aux Wahhabites au XVIIIe siècle, et donc les anglo-saxons avaient favorisé l'essor d'une dynastie qui avait partie liée avec Mais contre la Sublime Porte. Parce que contre la Sublime Porte, donc la Turquie, l'Empire turc qui contrôlait cette région. Et là, c'est Laurence d'Arabie, effectivement, etc. Et tout le romantisme lié à Laurence d'Arabie. Et la dynastie légitime, en fait, des Hakhémites avait été d'ailleurs mise à l'écart au profit des Saouds à ce moment-là. Et alors, on voit à quel point cette politique erratique consistant finalement à favoriser l'essor de l'intégrisme islamiste, joue aussi dans le Caucase, où les anglo-saxons ont tendance à attiser les feux de la sédition contre Moscou, alors même que Poutine, lorsqu'il était arrivé au pouvoir en 2000, avait tendu la main aux Occidentaux et, après le 11 septembre 2001, avait tout de suite réagi en apportant son soutien aux États-Unis et en proposant une coopération intensive entre les services de renseignement russes et occidentaux pour lutter contre les mouvements terroristes islamistes. Et on voit bien comment
cette sainte alliance antiterroriste islamiste proposée par Poutine a naufragé dans cette politique, à cause de cette politique américaine consistant à dresser une muraille entre l'Europe et la Russie, donc à empêcher finalement le développement d'une collaboration totale des services de renseignement russes et occidentaux pour lutter contre le terrorisme islamiste. Donc, on voit que tout se tient, tout est lié là-dedans. Tout cela forme des éléments, tout cela est composé d'éléments interdépendants. Et lorsque on bouge une pièce, on bouge toutes les autres pièces en même temps. Et effectivement, je partage tout à fait l'analyse du général Pinatel, selon laquelle on néglige totalement en Occident l'importance du danger islamiste. Et à ce sujet-là, on peut se souvenir que les nazis ont commencé par tuer beaucoup d'Allemands avant de tuer des gens d'autres nationalités. De même, les groupuscules islamistes tuent beaucoup de musulmans avant éventuellement de tuer beaucoup de gens d'autres religions. Laurent Arthur Duplessis, général Pinatel, on a bien évoqué ce sujet. C'était pas là, c'est à mon tour de recentrer. Je vais recentrer, si vous le voulez bien, sur la guerre en Ukraine, sur justement ce qui s'y passe, pas seulement ses conséquences économiques, mais militaires. Et j'aimerais un peu l'expertise du général Pinatel sur le théâtre des opérations. Oui. Ben, écoutez, là, les choses sont claires. D'abord, j'ai écouté votre précédente discussion avec cette dame-là. Tout le monde a envoyé du monde en Ukraine. Tout le monde a envoyé du monde en Ukraine, nous les premiers, parce que la guerre qui se passe en Ukraine est une guerre dont on n'avait pas idée qu'elle serait de ce type-là en février 2022. Nous, on y a envoyé des forces spéciales parce que, si vous voulez, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle un retour d'expérience, un retour d'expérience, parce que c'est une guerre totalement nouvelle qui s'y passe. Alors, qui est en train de la gagner? Ben, clairement, la Russie, mais on voit que cette guerre ne peut être une guerre de grignotage. Elle ne peut être une guerre de grignotage pour deux raisons fondamentales. C'est que on voit tout. On voit tout avec les drones plus les satellites, tout concentration de force est repérée et donc est contrée. Aujourd'hui, il faut savoir que les petits groupes russes qui avancent et qui prennent possession des villages qui ont été bombardés d'une façon terrible, avance sous des filets de camouflage, sur des filets, et il y a un filet de camouflage, en dessous il y a si on peut dire, un filet d'aluminium contre les ondes électromagnétiques pour cacher tout. Donc c'est une guerre qui est totalement nouvelle, mais c'est une guerre dont, et ce que j'ai dit dans mon livre, où les Russes se sont adaptés beaucoup plus vite que l'OTAN et que les Ukrainiens. Et c'est pour ça que le front craque de toutes parts et que les scénarios qui sont devant nous, si vous voulez, dont le premier est totalement admis aux États-Unis, puisque Vance a indiqué qu'il faudrait créer une zone démilitarisée à la coréenne. Voilà, donc pour moi j'ai un premier scénario coréen où les Russes vont atteindre les limites des 4 oblasts qu'ils ont annexés et vont s'installer à la défensive. Et comme en Corée du Nord et du Sud, il n'y a eu aucun armistice ou aucune paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça dure depuis 76 ans.
Donc, on va arriver probablement. Vous croyez, mon général, que Poutine se contentera de cela? Alors, voilà. Alors, vous avez raison de poser cette question. Je pense que Poutine, lui, voudrait se contenter parce que, et j'ai publié d'ailleurs le risque-avantage, si vous voulez, d'aller plus loin. Alors, aller plus loin, c'est s'emparer des deux oblasts de Nikolaïev et d'Odessa. Mais le problème qui se pose à Nikolaïev et Odessa, c'est que quand vous partez du Dniepr jusqu'à la Transnistrie et que vous prenez les limites nord de ces deux oblasts, c'est 400 kilomètres. Alors que les 400 derniers kilomètres, 450 derniers kilomètres de front aujourd'hui, c'est le Dniepr qui est pratiquement infranchissable dans sa partie sud. Donc pour la Russie, prendre, si l'armée ukrainienne s'écroule, aller jusqu'à Nikolaïev et prendre Odessa, c'est possible. La conserver, c'est autre chose. Ça suppose de mobiliser 3 à 4 armées de plus face au nord et d'avoir un front en équerre, ce qui n'est pas du tout favorable pour la défense. Voilà, donc c'est pas pour moi ce que j'ai appelé d'ailleurs, j'ai créé un scénario que j'ai appelé un pont trop loin, un petit peu comme la bataille d'Arnhem, en disant que oui, stratégiquement, c'est très tentant. Dans la Douma, il y a tout un parti, si on peut dire, de droite nationaliste qui pousse Poutine à aller à conquérir ces deux oblasts et à couper l'Ukraine de la mer Noire. Le problème d'y aller, pour moi, c'est un problème, c'est conserver sur le long terme. Parce que là, je pense que l'Europe, notamment, se remobiliserait. Parce que autant le discours aujourd'hui qui dit Poutine est prêt après l'Ukraine d'envahir la Roumanie, d'envahir des pays de l'OTAN, ça ne marche pas. On voit qu'en 2 ans et demi, ils ont conquis 17% ou 18% de l'Ukraine. Donc on voit très bien que moi j'étais ostracisé de LCI parce que le premier week-end de la guerre, j'ai dit mais les Russes n'ont pas engagé des forces, ils ne seront pas capables d'aller à Kiev, même d'aller à l'est du Dniepr avec ces forces. Et il y avait des consultants partout qui me disaient mais non seulement ils vont prendre l'Ukraine, mais ils vont attaquer les autres pays de l'OTAN. Ils sont à Brest dans une semaine. Voilà. Donc, si vous voulez, cette guerre est une guerre très, très, très différente de celle qu'on a connue, que moi, quand je commandais mon régiment blindé mécanisé, si vous voulez, dans les années 80. Et pourtant, elle a commencé avec les matériels des années 80 en Russie. Mais il y a eu une adaptation extraordinaire. Pourquoi? Parce que la Russie produit plus d'ingénieurs que l'Europe et bien souvent que les États-Unis qui, eux, en importent d'ailleurs. Donc, c'est une nation très, très scientifique, la Russie, et qui s'est mobilisée, qui a su mobiliser ses ingénieurs pour s'adapter. Voilà. Et donc, on est face à une guerre totalement nouvelle et les Russes, je pense, en tout cas Poutine, veut acquérir complètement les 4 oblasts qu'il a annexés et que la Douma a ratifié cette annexion, mais lui n'a pas envie, parce qu'il sait le coût que ça sera. Ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas, parce qu'il a… alors là aussi, on dit la Russie est une dictature. Non, c'est un régime autoritaire, mais qui a un parlement et qui a une opinion publique. Voilà. Donc, qui a un président légitimement élu, ce qui n'est plus le cas de Zelensky aujourd'hui. Voilà. Et donc, si vous voulez, il est sous des pressions. Poutine. Il ne peut pas faire, contrairement à ce qu'on pense, n'importe quoi. N'importe quoi. Il y a une opinion publique en Russie. On dit qu'il arbitre entre les tours du Kremlin et que finalement il est dans une position centriste, ce qui, moi, ça a toujours été le cas des tsars. Je le dis depuis des années aussi. Ça a toujours été le cas de… Yvan Blot le disait déjà il y a 10 ans. Mais voilà. Donc voilà. Donc non,
cette guerre, bon, ben, il la gagne, c'est évident. L'Ukraine, on le voit. Alors, il suffit de lire encore les journaux américains. Même les Ukrainiens, la justice ukrainienne a publié il y a quelques semaines qu'il y avait 5000 désertions par mois. C'est-à-dire il y a une brigade qui déserte ou qui est insoumise par mois. Les jeunes recrues que l'on récupère brutalement dans la rue et qu'on envoie au front ne se battent pas. Et dans une guerre, si vous voulez, il faut tirer sur l'ennemi. Pour tirer l'ennemi, il faut s'exposer. Mais si on se planque au fond d'un trou, on a une chance d'en réchapper. Donc une armée, si vous voulez, c'est pourquoi la différence entre les forces spéciales, souvent beaucoup le reste, c'est que tout le monde tire sur l'ennemi. Ailleurs, il y en a beaucoup qui tirent en l'air. Vous voyez, donc aujourd'hui, il n'y a pas de sortie pour l'Ukraine. La seule sortie qui est possible, c'est le fait que Poutine arrivera à modérer tous les gens qui le poussent à aller à Nikolaïev, à Odessa. Et c'est pas évident qu'il y réussisse. Donc voilà, c'est une option, comme vous l'avez dit, qui reste ouverte, mais je ne crois pas que ça soit de la volonté de Poutine. Je ne crois pas que c'est la volonté de Poutine. Poutine, on l'a vu en 2014, est un modéré. Quand il y a eu la révolte du Donbass, beaucoup de gens voulaient déjà qu'ils prennent Mariupol. Et il a interdit aux soldats russes qui étaient là d'aider les gens du Donbass à aller jusqu'à Mariupol. Et on lui a reproché en Russie. Voilà, donc voilà où on en est. Voilà où on en est. Et moi, je ne suis pas dans la tête de Poutine et je ne suis pas mais c'est mon analyse. Et je craindrais beaucoup cette option parce que je ne suis pas sûr qu'il serait capable de tenir ce front-là. Sans une mobilisation générale. Et donc, pour moi, c'est un risque derrière de nucléarisation du conflit. Et justement, cette mobilisation générale dont vous parlez, quel sort faites-vous à ces informations de forces de Corée du Nord en Russie? Est-ce un fake news grossier? Est-ce possible? Et une des raisons serait-elle dans ce cas-là d'avoir des apports étrangers qui éviteraient justement une mobilisation générale? Mais non, c'est n'importe quoi. Parce que, si vous voulez, cette guerre est une guerre de coordination de tous les instants. Oui. Une coordination de tous les instants. Pour se coordonner, il faut se comprendre. Donc, si vous voulez, la barrière de la langue ne permettrait pas une unité de Corée du Nord qui serait engagée. C'est ce que disait la Rastam hier, oui. Serait décimée en 3 jours. Parce qu'elle ne pourrait pas bénéficier de la coordination avec la guerre électronique, avec les drones, avec l'artillerie, avec l'aviation, etc. C'est une guerre qui est totalement nouvelle. On ne peut pas se rentrer. Nous-mêmes, on enverrait une brigade en Ukraine, elle serait décimée de la même façon qu'une brigade nord-coréenne. Il y a eu un saut technologique et tactique et en stratégie opérationnelle gigantesque dans ces 2 ans et demi de guerre. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une guerre totalement nouvelle et il n'y a que l'armée ukrainienne et l'armée russe qui en maîtrisent plus ou moins si vous voulez, les nouvelles capacités, les nouveaux modes d'action. Laurent Arthur Duplessis. Oui. À vous. Eh bien, je partage tout à fait l'analyse. Moi, vous partagez, mais moi, j'aimerais quand même que vous nous disiez de ce qu'il en est. Je savais que vous alliez partager, donc ça ne sert à rien de développer plus dans ce cas-là. Merci, Laurent. Non, mais... moi, j'aimerais que vous ayez aussi, j'aimerais avoir votre je sais que vous portez justement toujours cette crainte que je partage. D'ailleurs, je le partage avec vous. D'une généralisation des conflits et d'une montée aux extrêmes, ce qui ne semble pas être le cas du général Pinatel. Quel est votre point de vue justement sur ces risques? Alors,
effectivement, plus le niveau de la température augmente et plus le risque de dérapage augmente aussi. Et en effet, la très grande rapidité des réactions liées aux évolutions technologiques fait que les dérapages peuvent se produire avec une célérité extrêmement importante. Alors là, effectivement, il y a un risque toujours de dérapage au fur et à mesure donc que les frictions, si je puis dire, par exemple entre les aviations adverses se font dans la... J'en veux pour exemple le fait qu'il y a 2 ans, je crois, un avion russe avait voulu déclencher un tir de missile sur un avion d'observation anglais de l'OTAN qui contenait plusieurs membres d'équipage, des radaristes, etc. Le missile russe n'a pas fonctionné et la catastrophe a été évitée. Cet avion de détection radar n'a pas été détruit et l'incident grave a été évité de justesse, mais pratiquement par le fruit d'un hasard. Alors, pourquoi l'avion russe voulait-il déclencher ce tir? Il semblerait qu'il y ait eu un malentendu avec le sol, avec le commandement russe au sol. Et donc, effectivement, on est toujours à la merci d'incidents techniques de ce genre, de malentendus, et qui pourraient donner lieu à des incidents extrêmement graves et plus ou moins difficiles à rattraper. Et donc là, c'est un des éléments du problème. Un autre élément du problème, c'est le jeu des alliances, comme ce fut le cas en 1914, où la Première Guerre mondiale a éclaté, je dirais, sans bien sûr que les parties en présence sachent ce qu'elles faisaient, en fait. Ça avait commencé avec l'assassinat de l'archiduc d'Autriche à Sarajevo. L'Autriche avait finalement attaqué la Serbie, et puis par le jeu des alliances, la Russie avait mobilisé, et puis la Russie mobilisant, eh bien, l'Allemagne, la France, etc., l'Angleterre. C'est là où je vais être, je m'excuse Général Pinatel, allez-y. C'est là, je vais pas être d'accord avec Laurent, pour une fois. Ah, non, mais parce que si vous voulez, on est à l'ère nucléaire. Et à l'ère nucléaire, si vous voulez, les Américains savent que la Russie peut escalader. Et d'ailleurs, quand Zelensky a demandé en début mars 2022 à l'OTAN de créer une non-fly zone, c'est-à-dire une zone d'interdiction aérienne au-dessus de l'Ukraine, c'est à Washington qu'on lui a répondu, il n'en est pas question. Justement, parce que à ce moment-là, ça aurait amené les avions américains de l'OTAN d'intervenir pour interdire aux avions russes de venir bombarder l'Ukraine. Et Biden et le staff et Washington ne voulaient absolument pas qu'il y ait un risque d'escalade pour un enjeu qui n'est pas vital pour les États-Unis. C'est ça qu'il faut bien distinguer. Poutine a fait cette guerre parce qu'il estime que les intérêts vitaux de la Russie sont en jeu en Ukraine, parce qu'il ne veut pas avoir des armes de l'OTAN sur le sol ukrainien. Alors que pour les Américains, l'Ukraine, la guerre d'Ukraine, c'est un moyen d'affaiblir l'Europe, c'est un moyen de containment de la Russie, mais ils ont d'autres enjeux au Moyen-Orient, à Taïwan, un petit peu partout dans le monde. Donc, pour les Américains, ils veulent surtout pas, ils veulent maîtriser tous les risques d'escalade. Et on l'a vu en permanence quand ils ont donné des IMAR, des lance-roquettes multiples à l'Ukraine. Ils leur ont interdit de tirer avec les IMAR qui peuvent tirer jusqu'à 250 km leurs missiles, de tirer sur la Russie, y compris sur la Crimée.
Vous voyez, donc là encore, aujourd'hui, la bagarre sur les scalps et tous les missiles qui seraient tirés, qui pourraient tirer jusqu'à 400 km au niveau d'avion. Les Allemands, aux ordres des Américains, ont dit qu'ils n'allaient pas les envoyer. Il y a que Macron qui, lui, veut envoyer des Mirage 5 et des scalps équipés de scalps en Ukraine. Mais pourquoi? Parce que on est protégé, nous, par notre dissuasion nucléaire et qu'on a une liberté d'action stratégique si on était en dehors de l'OTAN. L'ennui, c'est que on est maintenant dans l'OTAN et dans l'OTAN, les ordres se prennent à Washington et non pas à Bruxelles. Voilà. Donc moi, je ne crois pas du tout à ces risques de dérapage à l'heure nucléaire quand il y a des puissances nucléaires qui sont en jeu. Jean-Bernard Pinatel, général, selon vous, les élections américaines qui ont lieu maintenant dans une semaine, le résultat, elles ont lieu, elles ont déjà débuté depuis un bon moment d'ailleurs, et elles donnent des indications intéressantes d'ailleurs. Mardi prochain, ou mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, on devrait avoir les premiers résultats. Et peut-être une certitude déjà rapidement sur le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous croyez que ça aura une influence considérable sur la marche du monde? Ou bien est-ce que de toute façon, le monde ayant déjà basculé avec les BRICS, finalement, l'Occident n'a plus le choix contre une adaptation douce au nouveau monde multipolaire ou une adaptation plus dure? Et plus dure sera peut-être la chute d'ailleurs avec les démocrates. Je ne sais pas votre point de vue sur ce sujet. Alors, si on regarde qu'est-ce qu'a fait sur le plan international Trump, alors si c'est la candidate démocrate, évidemment rien ne changera. Parce que, si vous voulez, c'est le Parti démocrate, c'est l'État profond, c'est le complexe militaro-industriel qui s'exprime au travers des démocrates. D'ailleurs, c'est là les démocrates ont perdu, et c'est pour ça qu'il y a une opposition au sein même du Parti démocrate à Harris. Du fait parce que tout le monde n'est pas d'accord, que ce soit les néoconservateurs et l'État profond militaro-industriel qui représente finalement la ligne démocrate. Quand on regarde Trump, ce qu'il a fait, c'est un businessman, Trump. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé immédiatement voir tous les pays que les États-Unis soutiennent. Alors, il est allé voir l'Arabie Saoudite parce qu'il avait dit dans sa campagne que si les Américains arrêtaient de soutenir le roi d'Arabie Saoudite, il perdrait son trône en une semaine. Il est allé là-bas, il est reparti avec 413 milliards de contrats. Il est allé ensuite au Japon, il est reparti avec des contrats. Mais c'est seulement en Allemagne quand il est allé voir Merkel, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a 45 000 soldats américains sur le sol allemand. Merkel lui a dit, si vous êtes là, c'est pour votre intérêt, donc je ne paye pas. Donc Trump va raisonner s'il arrive en businessman. Et aujourd'hui, quand on lit ce qui écrit Foreign Affairs, les scénarios que fait la Rand Corporation, ils disent que le prolongement de la guerre d'Ukraine n'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Donc, l'intérêt business. Donc, Trump va essayer de négocier un accord, c'est évident, avec Poutine. Non pas parce qu'il aime Poutine, mais parce que les études économiques qui sont menées aux États-Unis montrent que le mal est fait, c'est-à-dire ils ont créé le mur de haine entre l'Europe et la Russie, donc tout est bien pour le meilleur des mondes, et maintenant on a d'autres soucis plus importants, notamment la Chine avec Taïwan, on a le Moyen-Orient, on a d'autres trucs, et donc l'intérêt des États-Unis n'est pas de prolonger cette guerre longue, c'est ce que écrivent tous les stratèges américains. Et donc Trump va essayer effectivement
sauf le complexe militaro-industriel, mais même le complexe militaro-industriel, puisque l'amiral Cold, qui est le chef d'état-major de la marine, a créé une alerte aux États-Unis, appuyée par son secrétaire d'État, qui est le ministre de la Marine aux États-Unis, en disant que la guerre d'Ukraine consommait tellement de missiles et donc de moteurs de fusées que lui, il ne recevait plus les SM-6 qui sont les missiles anti-navires et qui ne serait plus, si ça continuait comme ça, en mesure de soutenir une guerre contre la marine chinoise. Vous voyez, il y a des études qui sont été. Raytheon a sorti une étude, s'il devait reconstituer les stocks de missiles Stinger et Javelin, qui sont des missiles anti-aériens et anti-chars qui ont été donnés à l'Ukraine, il faudrait 5 et 13 ans au rythme de la production actuelle. Donc, ils ont de vrais soucis logistiques et qui mettent en cause leurs intérêts dans le monde. Et donc, je pense que Trump est au courant bien évidemment de tout ça et voudra probablement passer un accord avec Poutine. Est-ce qu'il y arrivera? En tout cas, Vance a très bien dit qu'il faut créer une zone démilitarisée de 10 km de large entre l'Ukraine et la Russie et y mettre l'ONU. Voilà où on en est. Mais moi, je ne suis pas dans la tête. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que clairement, pour les États-Unis, la poursuite de la guerre en Ukraine est quelque chose qui met en cause leurs intérêts dans le reste du monde. Merci, mon général. Laurent? Oui, et effectivement, la Chine est l'obsession américaine. Et il est vrai que la puissance économique chinoise, de plus en plus importante, et apparaît comme la grande rivale de l'économie américaine. Et c'est ça qui est la colonne vertébrale de la politique étrangère américaine. Donc, de même que il y avait eu de part et d'autre du Pacifique le conflit entre le Japon, puissance industrielle ascendante, et les États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, se prépare aujourd'hui un conflit de part et d'autre du Pacifique, cette fois-ci entre la Chine, géant économique en pleine croissance, et les États-Unis. Et on le voit cela aux tensions grandissantes qu'il y a entre, par exemple, la Chine et les Philippines, qui ont lié une alliance avec les États-Unis, une alliance défensive avec les États-Unis dirigée contre la Chine. Et on voit bien même que l'Inde, bien que faisant partie des BRICS, fait un rapprochement militaire avec la marine américaine en mettant ses ports à disposition, notamment des bateaux américains en cas de conflit, parce que l'Inde elle-même semble, à plus long terme, se préparer à un conflit de grande envergure dans l'Indo-Pacifique, où cette fois-ci, elle se prendrait fait et cause plutôt pour le camp américain face à la Chine qu'elle redoute tout de même, et aussi face à un monde musulman qu'elle redoute aussi. Laurent Arthur Duplessis, votre mot de conclusion générale sur cet entretien, et dont je rappelle le thème premier était ce basculement du monde au travers le Kazan, les BRICS. Oui, il y a un basculement du monde, et force est de constater qu'il y a un processus en cours de démondialisation de l'économie et en même temps, dans une certaine mesure, un processus de mondialisation de la guerre. Et je trouve que cette évolution, à terme, pourrait être extrêmement inquiétante. Merci beaucoup, Laurent Arthur Duplessis, de nous avoir fait le plaisir de venir et d'échanger avec nous depuis maintenant plus d'une
d'une heure et demie. Et je laisse le mot de conclusion au général Jean-Bernard Pinatel. Écoutez, moi je suis là complètement d'accord avec Laurent. On est ce basculement du monde a déjà eu lieu et ça on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu et on s'en est aperçu quand seulement 33 pays ont voté les sanctions et que plus de la moitié d'entre eux contre la Russie, plus de la moitié d'entre eux les ont votés, mais regardez, dans le sud de l'Europe, continuent à utiliser pratiquement à 100% le gaz russe dans leur approvisionnement, donc, et n'ont fait que contourner ces sanctions. Voilà, donc c'est la preuve, et Kazan n'est que la suite. Et que l'essai de structuration de ce basculement qui est déjà idéologique, et Kazan n'est que la concrétisation par désaccord, et l'essai de concrétisation par désaccord de ce basculement, et notamment de la dédollarisation du monde. Dédollarisation du monde, voilà. Évidemment, cet aspect monétaire essentiel. Et on verra la suite, ce sera le Brésil, justement, je crois, qui dirigera les BRICS d'ici la fin de l'année. Voyons, on verra ce pays qui, lui, justement, mon cher Laurent, n'est pas hostile tant que cela à cette révolution anthropologique. Alors, je voudrais passer un petit message juste avant de partir à un de vos auditeurs, à Bachir Mostafa, qui a dit très gentiment que j'étais bien gentil et que j'étais un has-been. Alors, je lui rappelle que je suis un ancien des forces spéciales et que je suis en pleine forme physique. Et s'il veut venir se mesurer à moi sur le plan sportif ou sur le plan du tir, qu'il peut venir à Biarritz quand il veut. Mon général, nous avons notre directeur technique qui veille au grain et qui était en vacances, et je vais lui conseiller de faire un bon ménage de toute façon. Je vois non, au contraire, mais moi j'adore. Je vois beaucoup de commentaires très intéressants, mais je ne supporte pas la venant de Radio Courtoisie. J'aime la courtoisie des échanges. Nous sommes déjà pas très nombreux. Si en plus on se divise entre nous, ça ne va pas le faire à mon avis. Non, mais moi je suis. Ça c'est mon analyse, et j'ai le sang chaud aussi. Donc c'est quand il y a des choses. Mais bon, vous savez, il faut jamais réagir, et je suis pas le dernier à prendre de temps en temps. Non, mais en fait, je fais ça en toute. J'aime le débat. Le débat. Oui, si c'est du débat, si c'est intelligent, bien sûr, et j'y donne droit à chaque fois. Voilà. Et je n'étais pas d'accord toujours avec vous, mon général, mais je me suis tu parfois. Mais globalement, dans 95% des cas, encore une fois, je suis d'accord avec vous. Et les patriotes sont peu nombreux. Arrêtons ces divisions. J'en ai eu encore à subir une conséquence dans un de mes libres journaux il n'y a que quelques jours. C'est pas facile, mais nous ferons. L'union est un combat, disait le Florentin Mitterrand, et il faut des fois être unis pour deux. C'est la vie. Merci en tout cas, et on était très heureux de vous avoir, et on ne manquera pas de vous réinviter. Voilà. Merci mon général, merci beaucoup. Merci Laurent. Merci Nicolas, au revoir. Au revoir à tous les deux.